Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Ils sont de plus en plus nombreux à recevoir chaque année des diplômes de fin de formation. Ils sont formés dans des écoles normales et les universités d'État. Ils sont formés comme enseignants, mais qui cherchent davantage le travail sans trouver. Ils sont désespérés, embarrassés et même perdus parfois parce qu'ils parcourent des établissements publics et privés à la recherche du pain quotidien. Une fois encore, bonsoir. Nous parlerons de ce sujet, les vacataires, les enseignants vacataires précisément, qui sont aujourd'hui à la recherche de leur recrutement à la fonction publique. Mais depuis 30 ans, 25 ans, 10 ans, 15 ans pour certains, la situation reste un véritable calvaire pour ces derniers. Nous parlerons de ce sujet ce soir dans le cadre de cette autre édition de Regard social. Bienvenue à tous. Ils sont sur ce plateau quelques-uns parce qu'ils sont des milliers à travers le pays. Comme vous le savez, ils ont été formés dans plusieurs écoles de formation justement pour enseigner, dispenser le bon message, la bonne éducation à nos enfants. Qui n'est pas passé par un enseignant? C'est la question. Vous aurez la réponse ce soir. Judith Njoku, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes enseignante vacataire depuis 15 ans. Il faut le rappeler, titulaire d'une maîtrise en philosophie. Oui. Vous êtes aujourd'hui, on va dire, perdu. Après toutes ces années de formation. Oui, les mots me manquent même pour le dire. Perdu même, c'est très facile à dire. Je suis vraiment désespérée, déçue et tout. Donc les mots me manquent. Depuis 15 ans que j'enseigne. J'ai fait mes études à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. J'ai d'ailleurs fait la philosophie depuis la classe de seconde. Je suis rentrée dans mon pays, croyant trouver mieux. Mais hélas, je suis vraiment perdue par moments. Je me dis, j'aurais dû rester au Bénin. J'ai même parfois honte de ma nationalité, parce que vraiment, je suis dépassée par les événements. Ce que je croyais trouver dans mon pays, je trouve plutôt le contraire, puisque je me suis dit que l'enseignant, c'est le miroir de la société. Le miroir de la société. Moi, dans mes 15 années, j'ai formé des magistrats, j'ai formé des avocats, j'ai formé... Je ne peux pas citer là, mais je suis vraiment déçue que les premiers deviennent les derniers. Déçu d'avoir choisi le métier ou déçu de n'avoir pas été recruté comme enseignant véritablement à la fonction publique au Cameroun? Mon véritable problème, c'est même pas question de la fonction publique. La fonction publique, oui, mais l'État ne peut pas recruter tout le monde. Ça, c'est certain. Mais on doit voir le cas des enseignants. Voir le cas des enseignants veut dire quoi? Par exemple, au Gabon, que vous soyez enseignant du privé ou du public, vous êtes pris au même pied d'égalité. Un enseignant, c'est un enseignant. Quand vous recevez une formation, pour être enseignant, le problème est que l'État peut recruter la quantité qu'ils peuvent, mais l'État doit veiller sur le cas de ceux qui ne sont pas recrutés, mais qui enseignent, parce qu'ils font le même travail que ceux qui sont recrutés. D'accord. Alors, que ce soit dans le public ou dans le privé, le traitement reste le même en tout cas? Oui, c'est du pareil au même. En ce qui concerne le cas des vacataires, que ce soit au privé ou au public, c'est pareil. D'accord. Vous allez davantage nous édifier sur vos difficultés au cours de cette émission. Wamba Victor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmier diplômé d'État? Oui. Oui. Alors, vous êtes enseignant dans les écoles de formation d'infirmiers et d'aides-soignants? Depuis 1993, j'enseigne le paramédical dans des établissements. Ça fait 25 ans aujourd'hui? Oui. Je suis infirmier, donc je connais beaucoup de pratiques pour les élèves à l'école. Donc, des cas de transe, vous avez compris parler de transe. Dans l'établissement, le dernier établissement où je suis passé, j'ai mené des grands travaux donc pour lever les enfants qui tombent en transe. Oui, je l'ai fait dans beaucoup d'établissements de Douala et de Bonadé. Alors, vous avez fait le tour de plusieurs établissements, mais votre traitement
reste inférieur à ce que vous croyez. Vous savez, pour que un travailleur dit qu'il est travailleur, il doit être d'abord payé, il doit avoir un salaire qui le permet de vivre. Il doit avoir au moins la CNPS, qu'aujourd'hui on déplore. Les gens comme moi, là, nous sommes nombreux, on n'a pas de CNPS, donc on n'a pas de retraite. On ne sait pas, bon, nous sommes déjà à la retraite, mais on ne peut pas se jouir de cette retraite-là. Parce qu'on n'a pas eu un salaire, on n'a pas eu un employeur qui nous a considérés comme des employeurs, comme des travailleurs. D'accord. On nous a pris comme ça. Merci. À la volée. Merci d'être venu sur ce plateau. Kwekan Bernard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes enseignant de technique quantitative de gestion, TQG, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah bon, de nos jours, on parle bien entendu de la comptabilité de gestion. Voilà, et ça fait pratiquement 30 ans que vous exercez. Oui, j'ai commencé à enseigner en septembre 1976. C'est nous qui avons ouvert le collège Isès Adedou, où j'ai fait presque 17 ans là-bas. Après la fermeture de l'Isès, je suis rendu dans un autre collège privé à Bolaberi, où j'ai fait 12 ans. 12, ça fait 29 ans, presque. Ouais. Donc je totalise en général 30 ans d'enseignement. 30 ans d'enseignement. 30 ans, oui. Pour un salaire... Pour un salaire minable, parce que ça veut dire que parfois même, on paye après l'autre mois. Oui, le mois fini, on vous dit attendre, il n'y a pas de possibilité, il y a ceci, il y a cela. C'est parfois le 10 qu'on pense à nous. Vous avez les mois de 60 jours 60 jours. Oui, parfois, je considère 60 jours parce que le premier mois, on vous dit que non, c'est même pas encore tombé, alors que vous voyez en face de vous l'effectif pléthorique. Vous trouvez en face de 80, 70 élèves par classe. À la fin, on ne vous regarde même pas. Mais si les fondateurs prennent de l'argent pour faire leurs loisirs, ils se fichent des enseignants qui se peignent chaque jour. D'accord. Parfois des pénalités qui ne sont pas logiques. Parfois, ils suspendent même le salaire parce que vous n'avez pas rempli un document pédagogique. Ce qui revient à leur faute. Ils n'ont jamais présenté le document en question. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer vos déboires tout à l'heure. Le temps de recevoir également une voix au table à lui Désiré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Oui. Ça fait 20 ans aujourd'hui que vous enseignez. Oui. Et que vous êtes sorti de la grande université à l'époque, l'Université de Yaoundé. Oui, oui. Titulaire d'une licence. Oui. Oui, j'ai eu une licence en sciences, en faculté de sciences à l'Université de Yaoundé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'autres universités, quoi. Nous avions la seule université du Cameroun. Au sortir de là, j'ai passé un temps à vide. J'ai commencé à travailler en 1998, où j'ai commencé dans un collège missionnaire du côté de ça. J'ai roulé la bourse, je suis arrivé à Douala. J'ai commencé à travailler dans les lycées comme vacataire. Ça fait 15 ans exactement que je suis dans le lycée comme vacataire. J'ai fait 12 ans dans un lycée, je suis en train de faire 3 ans dans l'autre. Voilà. Bon, voilà, la situation est vraiment alarmante, comme les collègues ont dit. C'est une situation vraiment invivable, il faut être solide dans la tête et avoir beaucoup de courage. Oui. Vous avez fait le privé, vous avez fait le public. Oui. Pas de véritable changement sur le plan financier. Pas du tout, pas du tout. Réduire le salaire. Vous êtes resté quand même. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. On y est resté parce que, bon, on n'a pas trouvé mieux ailleurs. Parce que si on a essayé de déposer les dossiers partout ailleurs, ça n'a pas marché.
ce n'est que l'enseignement qui était un débouché beaucoup plus ouvert. Et nous y sommes restés. Parce que c'était ce qui était à la main. On n'avait pas mieux. Alors, vous êtes un enseignant de la science de la vie et de la terre. En une journée, par exemple, vous parcourez, vous avez combien de classes le lundi, par exemple? On prend un jour comme celui-là. Bon, vous avez combien d'heures de cours? Généralement, s'il faut vraiment essayer d'être un homme qui va essayer de se battre pour avoir un peu, moi je fais cours 8 heures par jour. Donc je commence à 8 heures, je finis à 18 heures. Oui. C'est-à-dire, je fais les heures au lycée et je vais dans un ou deux collèges où je fais 2 heures, 3 heures par-ci, par-là. C'est aussi ça. Bon, il faut avoir le courage et l'énergie pour parcourir, pour sillonner ces établissements en une journée. Ce n'est pas évident. J'en venais à vous demander si vous gardez la même forme pour toute la journée. Si j'y suis jusqu'aujourd'hui, depuis ce temps que je vous ai dit, je crois que c'est même peut-être parce que c'est un sport que je fais. C'est un sport. Et je crois que ce sport me maintient. Il est physique et intellectuel en même temps. Ah oui, absolument. Il faut avoir des copies, des centaines de copies à corriger. Il faut avoir 6 niveaux de cours à préparer et à dispenser en une journée. C'est pas... Il faut avoir de l'énergie pour le faire. Mais avec tout ça, vous devriez avoir un gros salaire quand même. 500 000 heureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est même un piètre salaire, piètre. Aussi bien dans le privé que dans le public, parce que d'ailleurs, les enseignants dans le privé n'ont aucune valeur aux yeux des fondateurs. Je ne vais pas parler dans les lycées où c'est à peine où vous dépassez 50 000 francs. Ok. Alors, Judith, vous par exemple, vous m'aviez dit que depuis que vous enseignez, depuis 15 ans aujourd'hui, vous n'avez jamais gagné 80 000. Oui, je n'ai jamais dépassé le cap de 80 000 francs le mois depuis que j'enseigne. Donc, lorsque le premier établissement, même là où j'ai enseigné, je n'ai jamais eu d'augmentation salariale. Je suis restée au statu quo pendant 13 ans. Et lorsque j'ai voulu lever la tête avec les collègues pour revendiquer, j'ai été même agressée par ce fondateur, où les autorités sont même au courant. J'ai été agressée et licenciée parce que j'ai voulu lever la tête. On a dit que les philosophes sont des fous. Ils veulent toujours montrer qu'ils connaissent beaucoup. On m'a foutu dehors. C'est ce qui m'a même envoyé loin en Ngodi Bakoko. Puisqu'on m'a foutu dehors, c'était le 16 décembre 2016. Je me suis retrouvée au quartier de décembre jusqu'en congé, jusqu'aux vacances. J'ai été obligée l'année qui suivait, qu'on m'a appelé au lycée de Ngodi Bakoko pour ne pas rester là, ne rien faire. Je traverse toute la ville de Douala pour me retrouver de l'autre côté. Et je me retrouve de l'autre côté. Depuis que j'enseigne, je n'ai jamais eu 12 mois sur 12. Jamais. Et jamais. Et puis je me suis souciée. J'ai dit, bon voilà, j'ai pas 12 mois sur 12. J'ai pas de CNPS. Les collègues n'ont pas de CNPS. Nous sommes 39 qui avons essayé de... J'ai levé la tête et il y a eu 38 personnes qui m'ont suivi. Nous sommes aujourd'hui dans un grand calvaire. Les autorités en sont, ils savent. On m'a déchiré les vêtements devant mes élèves. M'a agressé. Le fondateur lui-même en personne. Ce n'était pas une autre personne. C'est ce qui m'a fait quitter Bonaberi. Et je suis allée jusqu'au lycée. Et étant allée jusqu'au lycée, je ne peux pas encore déménager. Puisque la situation n'est pas encore stable. Je ne connais pas ma situation. Alors, je peux déménager. Vous le dites avec un peu de légèreté lorsque vous partez des tréfonds de Bonaberi pour aller à Ngodi Bakoko. C'est pratiquement une quinzaine de kilomètres. Ou alors un peu plus. Au moins 25 km que je parcours par jour. Par jour en aller-retour. Oui, il faut que je me lève très tôt à 4 h le matin. Si j'ai cours à 7 h 30, je sors d'abord, il faut sortir du fond de Bonaberi pour me retrouver en route, pour prendre une moto à 500 francs que je me retrouve en Ndokoti. C'est de Ndokoti que je prends encore une autre moto pour me retrouver à Borne 10. Alors, à une distance comme celle-là, pourquoi vous dites que vous n'avez pas assez d'argent? Je n'ai même pas d'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est que la famille qui m'épaule. C'est par-ci, par-là, je marche par-ci, par-là pour qu'on m'épaule. Même la maison où j'ai loué à Bonaberi, c'est un parent d'enfant, au vu des résultats que j'ai fait pour son enfant, qui m'a donné 200 000 francs pour que je puisse prendre la maison. Je suis obligée de commander, de faire comme une mendiante un peu partout.
Dans la famille, je vais partout, partout. Je demande même aux enfants, à mes propres enfants, je n'ai pas d'argent de transport, ils essayent de m'en donner. Donc je colmate les brèches partout. Parce que si je veux regarder mon salaire, tout part sur le transport. Et je ne peux non plus déménager puisque je n'ai pas un statut stable. Je n'ai pas un contrat. Je veux déménager si j'arrive là-bas et qu'on dise que je ne serai plus là-bas l'an prochain. Puisque notre situation chancelle, du jour au lendemain, on peut te foutre dehors. Quand tu es vacataire, tu es comme un indésirable, donc comme quelqu'un qui vient commander le boulot par-ci, par-là. Pourtant, vous rendez service. Pourtant, vous rendez service à l'État et vous rendez service aux enfants, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous rendez service à la nation tout entière. J'ai formé des magistrats, des avocats, beaucoup de gens. J'ai formé des enseignants aussi comme moi. J'ai des enfants qui sont mes collègues aujourd'hui. Mais finalement, le métier est relégué au second plan. Les premiers deviennent les derniers. Donc, c'est-à-dire qu'on ne tient même pas compte de vous. Quand vous êtes enseignant, vous êtes comme quelqu'un, même quand le fondateur vous donne le salaire, c'est comme une manne qui tombait du ciel. Le jour du salaire n'est même jamais déterminé dans les collèges privés. Vous restez aussi là, c'est dans les coulisses. Quand quelqu'un vous souffle, il dit qu'on paye. Vous partez aussi, il n'y a même pas de respect, même dans cette paye-là. Et on vous balance l'argent en main propre, on ne met même pas dans une enveloppe. Donc, du mépris total, au point où le fondateur va jusqu'à m'agresser, me déchirer les vêtements devant mes élèves, me met nu. D'accord. Alors, Wamba Victor, vous, ça fait quand même beaucoup d'années, 25 ans, mais vous êtes resté dans le métier, pourquoi pas faire autre chose? Bon, je peux dire que dans le même métier, je fais en deux. Je fais les soins d'infirmiers, donc je soigne les petites malades, mes malades au quartier, dans certains centres privés aussi, que je joins les deux bouts avec ce que je fais au collège. Oui. Donc je ne peux pas totalement laisser, parce que je suis d'abord, j'aime d'abord ce métier d'infirmier et j'aime ce métier d'enseignement. Parce que moi aussi j'ai formé tant qui sont même devenus même des médecins, jeunes, plusieurs qui ont même les pharmacies, qui ont déjà été, qui sont des grands, donc des pharmaciens, ils sont nombreux. D'autres qui ont leur propre centre de santé au quartier, dans les villes du Cameroun, qui soignent les gens. Donc, je ne peux pas laisser, parce que je suis très intéressé, et même comme ça ne me donne pas grand-chose, j'aime ce métier. C'est par amour pour le métier? Par amour pour le métier, oui. Malgré le salaire? Oui, je l'accepte comme ça. Je me bats aussi, comme je vous dis, dans les deux côtés pour soutenir. L'enseignement vous produit combien? Oh, est-ce que si les gens ont des maîtrises, n'ont pas 80 000 francs salaire, c'est les gens qui ont un petit diplôme de rien de tout là qui peuvent avoir 100 000 francs. Donc c'est un peu comme ça. Donc, il y a le fondateur qui vous aime, bon, qui te voit dans la face, si tu l'intéresses, il peut te donner 50 000. Donc l'autre qui te voit, quand tu le dégages, tu t'as même recruté parce qu'il manquait comment. Nous sommes des Bantous, pour qu'on sache ce que ça veut dire. Chacun préfère son frère. Chacun préfère son frère. Donc s'il ne trouve pas son frère, c'est là, bon, de passage, il peut te prendre là, bon, disons 40 000. Tu n'as pas à faire, tu vas accepter 40 000 parce que tu n'as pas à où aller. Oui. Comme ça. Bernard, vous, c'est quand même beaucoup d'années aussi. Oui. 30 ans que vous enseignez dans les mêmes conditions de vie. Vous avez une femme, vous avez des enfants. Comment vous vivez avec eux sans véritable... J'ai les enfants, mais je me bats. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me bats. Et ma femme aussi, de son côté, se bat, qu'on joigne un peu pour pouvoir vivre. Parce qu'il ne prend pas toute la charge. S'il prend toute la charge seul, il devrait avoir des problèmes. Mais pendant que je me bats à gauche, ma femme aussi se bat à droite pour pouvoir élever les enfants. Mais s'il faut tenir compte de ce que ces fondateurs nous donnent, ce n'est que rien. Bon, on est obligé. Et par amour, parce que l'enseignement,
l'enseignement est pour moi comme un métier que j'ai choisi. Et je vais partir au moment où je serai fatigué avant de lâcher. Vous n'êtes pas encore fatigué? Non, je parle encore. Les enfants comprennent. Vous avez un avocat, vous voyez un avocat ne peut pas aller très vite en retraite. Tant qu'il a encore la voix pour parler, pour s'exprimer. Nous sommes comme les avocats. Bon, il y aura un moment où je mettrai fin. Donc, je ne voudrais plus faire ce travail et aller me reposer. Est-ce qu'à votre âge aussi, les enseignants, je voudrais dire les chefs d'établissement, vous traitent comme on peut traiter Judith? Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence? C'est pareil. Ils ne reconnaissent pas l'ancienneté. Comme parfois, vous pouvez dire, bon là, vous avez mis 2 ans, vous avez droit à un avancement automatique, comme la loi l'indique. Ils ne regardent pas ça. S'ils ont fixé le taux horaire peut-être à 1000 francs, ça va demeurer 1000 francs jusqu'à ce que vous allez vous séparer de lui. C'est ça. Mais il ne dit pas que bon, mon enseignant a beaucoup fait, il a donné le produit, les résultats, il faut que je lui donne quand même un bonus. Chez eux, il n'y a pas ça. Il table toujours sur ce qu'il vous avait promis depuis. Et c'est là où le bal blesse. Oui. Alors, lui, Désiré, oui. Il y a eu le recrutement de 25 000 à la fonction publique. Oui. Pourquoi vous n'avez pas été recruté? Ah, je ne sais pas, parce que nous avons fait les dossiers. Nous avons fait le dossier comme la plupart. Mais ils ont trouvé bon de prendre ceux-là qui n'avaient pas de formation que de prendre ceux qui avaient déjà passé 5 ans, 8 ans, 10 ans dans les lycées et qui avaient déjà l'expérience. Nous avions l'expérience, mais malgré le fait qu'on a fait le dossier, nous n'avons pas été retenus. Je ne sais pas. Beaucoup, dans ma situation, nous sommes nombreux à avoir fait ça sans avoir été retenus. On a tous fait les dossiers de 25 000, mais on a été surpris qu'on nous envoie des enfants dans les lycées qui venaient apprendre à savoir ce que c'est que l'enseignement. Nous qui étions là 10 ans, plus de 10 ans, nous n'avons pas été pris en considération. Vous étiez en train de dire quelque chose? Oui, j'étais en train de dire que, vous savez, au Cameroun, les choses sont très complexes. On ne comprend pas le Cameroun. Si vous comprenez le Cameroun, c'est qu'on vous a très mal expliqué. Donc en fait, au Cameroun, il n'y a pas de normes, quoi. Selon moi, je suis déçue, surtout venant du Bénin. J'ai vu tout ce qui se passait au Bénin. Je me retrouve peut-être dans un monde qui n'est pas mien. Je suis parfois malade, parfois traumatisée là. Au point où vraiment, quand j'enseigne mes élèves, je leur demande toujours, je leur enseigne toujours la morale. J'insiste sur la morale, si quelqu'un peuvent aussi m'écouter. Parce qu'il n'y a pas de normes au Cameroun. Quand vous parlez d'un recrutement, il n'y a aucune norme. Moi-même, j'ai eu à faire le concours de l'école normale, si brillante enseignante que je suis, je n'ai pas réussi. Il n'y a pas de normes. On ne peut pas savoir par quels critères, quels sont les critères d'appréciation, quels sont les critères qui permettent de recruter dans tel ou tel secteur. Ce n'est pas seulement dans l'enseignement, c'est un peu partout. Ça me traumatise un peu, enseignant de philosophie, d'éthique que je suis. Je suis souvent malade, je reste souvent en classe des heures et des heures à réfléchir. Et là, je tiens à rester dans l'enseignement parce que je me dis que je vais essayer d'éduquer les jeunes d'aujourd'hui. Je me dis que je peux apporter ma pierre à l'édifice pour changer quelque chose au Cameroun de demain. C'est ce que je me dis toujours. Meilleur enseignant de philosophie à plusieurs reprises dans vos multiples lycées et vos collèges parcourus. Oui. Ça vous a quand même valu quelque chose de positif dans votre salaire, non? Ça m'a valu quelque chose de positif de non. Dans le salaire, jamais. Le salaire est resté au statu quo. Le salaire n'augmente jamais, comme M. Bernard vous l'a dit, ancien ou nouveau. Justement, le problème de mon agression et de mon licenciement, c'est justement parce que j'ai demandé à ce patron la CNPS et l'augmentation salariale depuis les 13 ans. J'étais resté au même salaire. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Et pas moi seul, il y avait d'autres qui étaient à 18 ans, qui étaient restés aussi au même salaire. Bon, moi, philosophe que je suis, guide
de la société, porte-étendard de la société, j'ai pris sous moi la responsabilité où les enseignants m'ont même donné une procuration pour les représenter. Je suis allé auprès de l'employeur pour porter nos doléances. Il a trouvé ça mauvais. Quand nos doléances avançaient, au point où nous avons eu, j'ai fait obtenir 44 matricules à certains enseignants. J'ai vu le DG de la CNPS qui a ordonné un redressement. C'est là où l'employeur s'est irrité. Il a monté un scénario où je suis entré dans son bureau. Il m'a agressé et me licencié, me donner la lettre de licenciement le lendemain où je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de revendication possible, il n'y a pas de normes au Cameroun. Il n'y a pas du tout de normes au Cameroun. Le droit devient... Et avec tout ça, vous restez toujours dans l'enseignement. Je dois y rester. Je peux faire autre chose, c'est vrai, mais même si je fais autre chose, je dois y rester parce que j'ai une mission à accomplir. Je me dis, ma mission, elle est divine. Il faut quand même que je forme les jeunes, que j'éduque, que j'essaye pour le Cameroun de demain. Nous ne devons pas en rester là. Nous n'allons pas rester là à regarder ce qui se passe. C'est nous qui allons construire notre pays. C'est nous qui allons construire le Cameroun. Et le Cameroun doit se construire avec les enseignants. L'enseignement est le socle du développement. C'est nous qui allons le construire. Si nous abandonnons, qui va le faire? Moi, je ne peux pas l'abandonner pour le moment. Il faut que j'accomplisse ma mission. Lorsque Dieu va trouver que j'ai déjà accompli ma mission, peut-être il me donnera autre chose de faire. Et pour le moment, j'y suis encore. Oui. Alors, Victor, nous allons sortir de cette première partie dans un instant. Quel est votre vœu? C'est vrai, peut-être ça va être la énième fois de faire ce vœu, c'est-à-dire avoir de meilleures conditions. Si nous pouvons parler comme ça, nous avons fait dans cette émission, et qu'on nous écoute, peut-être qu'on peut amener un petit changement pour nous, peut-être nous autres on serait à retirer, pour ceux qui viennent, qui vont nous remplacer, qui en bénéficient de nous dans cette émission, qui bénéficient des doléances que peut-être certains fondateurs ou l'État peut apporter pour eux, n'est-ce pas? Donc pour moi, je suis déjà à la porte de sortie. Je ne peux pas mettre le vœu aujourd'hui pour moi, parce que je suis déjà à une cinquantaine d'années. Demain, je peux ne plus avoir la force d'aller au travail. Donc les enfants qui j'ai enseigné, qui j'ai déjà montré qu'est-ce qu'il faut faire, vont continuer à aller. Donc ce vœu, ce n'est que pour eux, ce n'est pas pour moi. Mais vous avez un bon point, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui souffre quand même. Non, pour ça, on ne sait pas. Vous savez, aujourd'hui, l'atmosphère a changé. On n'est plus malade avant de mourir. Donc, on meurt à toute heure. Subitement, on entend que quelqu'un est mort. Donc, on ne tombe plus malade. On ne va plus à l'hôpital avant de mourir. Donc, il y a D'accord. Vous souhaitez que les dispositions soient prises pour des générations pour les générations futures, oui. Que les enseignants vacataires ne soient plus vraiment menacés, oui, qu'ils ne soient plus des commandeurs. D'accord. Alors, Bernard, on va sortir de l'émission. Votre vœu, c'est lequel? Le vœu que je peux présenter ici, c'est que je souhaite le changement de mentalité des fondateurs. Et je souhaite aussi que les gens qui viennent après nous profitent du changement qui pourra avoir lieu dans le futur. C'est tout ce que je peux présenter comme doléance. Merci. Alors, lui Désiré? Oui. Moi, comme vœu, ce que je souhaite, c'est que déjà cette situation d'enseignants vacataires, ça a commencé, c'est l'État qui avait commencé ça en pleine crise des années 90. Après, c'est devenu une affaire des APE qui gèrent avec les chefs d'établissement tels qu'ils veulent. S'il peut y avoir une réglementation qui permette quand même, ne serait-ce que pour les enseignants, les vacataires des établissements publics, qu'il y ait une réglementation et que ceux-là, au moins, qui ont servi dans un lycée 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui peuvent sortir de là sans une sécurité sociale. S'il est possible qu'on essaye de voir s'ils peuvent avoir une sécurité sociale au sortir de leur carrière. D'ailleurs, si carrière il y a. Donc au moins qu'on essaye de revoir cette situation. Et en plus, il y a un phénomène dans les lycées, un enseignant qui arrive, un vacataire a commencé, dès qu'un enseignant titulaire arrive, on le fout à la porte sans autre forme de procès, sans même une prime de bonne séparation, rien.
Au contraire, pour dire que celui-là, il n'existait pas. Pourtant, il enseignait dans un lycée 12 ans à peu près. J'ai été dans un établissement où après 12 ans, où les anciens nous ont amenés à 80 000 francs. Quand un chef d'établissement est arrivé, il a dit pourquoi un vacataire peut toucher 80 000. C'est trop d'argent de donner 80 000 à un vacataire. Ça vous imaginez? Quel que soit votre niveau. Oui, quel que soit votre niveau. Il trouve que 80 000 francs, c'est beaucoup donné à un vacataire. Donc, si ces situations peuvent être réglées de manière à ce que le vacataire soit considéré aussi comme un homme, parce que vraiment dans les lycées, c'est vraiment pas ça. D'accord. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, partager avec les téléspectateurs. Nous avons suivi vos doléances, nous avons suivi également votre calvaire depuis 25 ans, 30 ans pour les autres aussi, 15 ans pour certains. Alors, Judith Zokou est l'échantillon en tout cas que nous avons choisi pour découvrir son quotidien. C'est une jeune dame qui parcourt pratiquement 25 km par jour à la recherche de son pain quotidien. Elle part de Bonabéry pour Ngodi Bakoko tous les matins et lorsqu'elle accourt à 7h30, elle part de chez elle à 4h45, 5h pour arriver à l'heure. Et jusque-là, aucun changement sur le plan financier. Je vous invite à suivre ce reportage qui a été mené avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa et le doigté magique de Daniel Roarenze2. Juste après, nous allons recevoir nos experts. Je suis dans le taxi pour gagner en temps. Et puis la distance étant très longue et lorsque je rentre, je dois aussi faire à manger pour moi et pour les enfants. Quand j'arrive même à la maison, je suis déjà tellement épuisée au point où il faut que je dorme même d'abord un peu avant de faire à manger. Parfois, je dors même affamée. À mes compatriotes, aux enfants, je me plais à enseigner, je ne peux pas abandonner. Je souhaiterais seulement peut-être que la situation puisse changer. Les enseignants vacataires sont comptés à l'appel au Cameroun. Ils ne sont pas intégrés. Les pouvoirs publics leur font des promesses fallacieuses. La boussole des enseignants du privé, où l'on retrouve plusieurs enseignants vacataires, existe bel et bien, mais n'est pas appliquée. Il s'agit de la convention collective des enseignants du privé. Il y en a bien une convention collective des enseignants du privé. Depuis 1972, j'ai cette convention qui détermine que le salaire de l'enseignant doit augmenter de 2% après chaque 2 ans, après chaque année d'ancienneté. C'est bien écrit et bien ficelé là. C'est avec cette convention que nous sommes allés au tribunal. Lorsque nous avons des problèmes avec le premier employeur, nous sommes 39
au tribunal aujourd'hui. La vie est un véritable calvaire pour les enseignants vacataires du primaire, du secondaire, tout comme du supérieur. Judith fait néanmoins une fleur à son employeur actuel, qui semble faire la différence. Elle pense qu'il y a toujours espoir de voir les choses changer un jour. Au lycée où je me retrouve, c'est encore passable, malgré que c'est un lycée. Alors que j'étais au privé, là où on devait vraiment me professionnaliser, il n'y a pas eu. Le proviseur fait quand même des efforts pour nous donner le peu qu'il nous promet. Il n'y a pas un mois qui saute sans payer. Donc quand même, nous sommes quand même payés à temps. Et puis, ce qu'il nous promet, il nous donne. Alors que dans les autres collèges privés, ce n'est pas le cas. C'est un cas d'école, c'est un cas parmi tant d'autres. Vous avez sans doute suivi des témoignages choquants, des témoignages qui font mal de cette dame qui parcourt des kilomètres à longueur de journée à la recherche de son pain quotidien. Judith. Et sur ce plateau, pour cette deuxième partie, nos experts sont déjà confortablement installés pour apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions que l'on se pose face à la situation des enseignants vacataires. Professeur Doukaya, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes égyptologue, enseignant, écrivain également. Oui, oui. Il y a une publication. Oui. Je suis très content d'arriver aujourd'hui avec mes confrères enseignants, même si je n'ai pas eu la chance d'enseigner au Cameroun. L'enseignement en a détresse, mais je comprends très bien ce métier et je peux le comparer aussi avec mon expérience en Europe et voir comment ici au Cameroun. Mais je remercie beaucoup vraiment ces enseignants-là parce que c'est vous l'avenir de l'Afrique, c'est vous l'avenir du Cameroun. Il faut que vous nous donniez à nos enfants l'avenir. Donc malgré vraiment cette souffrance-là, moi je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup, d'être toujours là et surtout d'avoir... Mais c'est vrai aussi que l'enseignement, c'est d'abord un don. Hein, c'est pas donné à tout le monde, c'est aussi une vocation. C'est comme être médecin. Bon, c'est vrai que beaucoup, surtout dans le privé, on prend n'importe qui, mais il y a quelque chose, quand vous donnez de vous, quand vous voyez que ce que vous enseignez à vos élèves, que demain cet élève est devenu ingénieur ou préfet ou commissaire, il y a quelque chose qui vous retire comme bénéfice. Donc encore une fois, je remercie beaucoup à nos confrères pour cette difficulté, mais qui tiennent la route, vraiment. Très bien. Merci d'être venu également sur ce plateau partager avec nos téléspectateurs. Magloire Dogmo, bonsoir. Bonsoir Flavien et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. Vous êtes sociologue et enseignant vacataire également à l'Université de Douala. Vous avez connu les mêmes souffrances que Judith? Je suis enseignant vacataire, mais pas à l'Université de Douala. Je suis enseignant vacataire du privé. Ah oui. C'est-à-dire ce qu'on appelle les IPS, les instituts privés d'enseignement supérieur. Donc je crois qu'il faudrait déjà qu'on le précise pour pouvoir continuer. Ça, c'est une des rares émissions où j'interviens sur ce plateau en tant que juge et partie. En même temps, vous avez... Ouais, c'est l'émission spéciale. Mais ce qui me réjouit, c'est que j'interviens aussi ici, non pas comme enseignant, mais comme sociologue. Il faut aussi faire la précision, là, ça vaut la peine. Parce que sinon, si j'interviens en tant que... Les deux à la fois, ce sera assez compliqué. Je ne sais pas comment je peux porter à la fois la casquette du juge et de la partie. Je ne sais pas comment je vais trancher. Donc j'interviens ici comme sociologue et pour faire une analyse sociologique pure. Et tout au long de ces échanges, nous essaierons de réfléchir sur ces déboires de l'enseignant, sur les conditions de l'enseignant. Le professeur que j'admire assez a félicité les enseignants. Moi aussi, je les félicite. Mais je crois quand même qu'il faut dire aux enseignants la vérité. Mais je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être là ce soir. Parce que, me semble-t-il, nous le verrons, il est responsable de son propre malheur. L'enseignant. L'enseignant. Très bien. Vous allez nous expliquer tout cela, comme tout à l'heure. Madame Nyonga, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Flavien Dongo. Vous êtes proviseur à la retraite. Oui. Vous avez connu... Depuis quelque temps, je suis à la retraite. Oui, j'ai travaillé avec des professeurs vacataires. Je n'ai pas été vacataire parce que je suis sortie de l'école normale tout de suite. J'avais mon métier, mon salaire qui m'attendait et je n'ai pas connu tous ces déboires-là.
Et ça fait très mal au cœur. Vraiment, à entendre la dame tout à l'heure, ça me fend le cœur. Il faut vraiment aimer ce métier pour continuer à l'exercer. C'est vrai que les enseignants souffrent beaucoup au Cameroun. C'est une situation particulière au Cameroun. Parce qu'ailleurs, ils sont très bien traités. Parce que quoi? Les enseignants sont des demi-dieux. Dieu a créé les hommes et l'enseignant le façonne. On participe à l'édification, un peu à la création. On est des demi-dieux. Il n'y a aucune raison qu'on nous traite de cette manière. Parce que si vous n'êtes pas là, la société ne se fera pas. L'enseignant est le socle de la société. Il devait être mieux traité que ce qui arrive. Vacataire ou pas, l'enseignant a une place de choix dans la société. Ça fait mal au cœur de voir comment on peut parcourir des kilomètres pour avoir 80 000 francs le mois, 2 000 francs par jour. Qu'est-ce qu'elle mange à la fin lorsqu'elle a fini de déduire les frais de taxi? Il n'y a plus rien. Elle ne se soigne pas. Elle n'est pas inscrite à la CNPS. Qu'est-ce qu'il attend lorsqu'elle aura 60 ans? Très bien. C'est une femme qui parle, vous l'avez compris. Alors, Boyeli Yiki. Bonsoir. Bonsoir. William. C'est fini par William. Effectivement. Voilà. Alors, vous êtes président du nouveau collectif des enseignants vacataires indignés du Cameroun. J'insiste. Bon, oui, on ne va pas parler des enseignants vacataires. Les enseignants indignés. Indignés du Cameroun, effectivement. Et déjà, je voudrais ici saluer tous ces milliers d'enseignants qui sont en train de regarder cette émission. Parce que dans nos forats et consorts, ils sont au courant de notre passage ici. Et déjà plus particulièrement aux 56 enseignants qui ont passé 5 jours dans les cellules du GSO à Yaoundé parce qu'ils ont osé réclamer légalement et légitimement leurs droits. Et dont j'en faisais partie en tant que leader national. Justement, et la situation qu'on expose aujourd'hui, elle est alarmante. Et vous voyez donc que ce n'est pas seulement une spécificité des enseignants vacataires. Il s'agit ici d'une situation globale qui concerne aussi les enseignants formés par l'État et recrutés en tant que fonctionnaires. Parce que nous accumulons parfois des arriérés de salaire de 56 ans. Et actuellement même, après notre action qui nous a menés dans les cellules, il y a eu une programmation où certains enseignants qui travaillent actuellement percevront leur rappel en 2025. Ça, c'est ça la réalité. Pour ceux qui seront encore en vie. Pour ceux qui, effectivement, et ça me permet aussi d'embrayer sur ce qui se passe actuellement. Si vous allez dans nos forats, cette semaine, on a perdu pratiquement 6 collègues. Et si vous menez une enquête, chaque collègue a au moins un arriéré de salaire en termes d'avancement, en termes de suggestion, en termes de rappel, en fait. Donc, justement, il faudrait qu'on prie pour que certains soient en vie, en principe. Pour attendre 2025. 2025, afin de percevoir leur arriéré de salaire, effectivement. Si ce n'est pas une autre promesse. C'est ça aussi. Non, vous semblez connaître mieux le Cameroun. Vous êtes Camerounais aussi. Je vous en prie. Bien entendu. Merci d'être venu également sur ce plateau. Donc avec vous, nous allons essayer de questionner les difficultés que rencontrent les enseignants vacataires, peut-être particulièrement, ou les enseignants en général, puisque même ceux du public sont dans la même situation, vous l'avez évoqué. Alors si je vous demandais, qu'est-ce qui avait motivé votre mouvement qui a conduit à l'interpellation de vos camarades? Voilà. Déjà, je voudrais ici corroborer avec mon compagnonniste qui disait que parfois le malheur de l'enseignant, c'est lui-même. Déjà en 2017, face à l'accumulation, puisque ce qu'il faut comprendre, on a fractionné le salaire des enseignants. C'est-à-dire, avant, quand l'enseignant sortait de l'école normale, lorsqu'il était affecté, il passait pratiquement 5 ans sans salaire. Alors l'État se dit, bon, au lieu de leur faire passer tout ce temps, on va donc essayer de leur donner les 1/3, 3/4 de leur, je veux dire quoi, les 2 tiers de leur salaire, autant pour moi, afin que ceux-ci
puissent enseigner normalement. Alors, déjà que ces 2 tiers étaient censés être payés dès notre affectation. Sauf que nous étions les pionniers en 2012. Sauf qu'en 2012, on a passé pratiquement 3 ans avant de percevoir ces 2 tiers. Et lorsqu'on a perçu ces 2 tiers, il fallait attendre maintenant les rappels. Et au fur et à mesure, il y a des générations qui s'accumulaient. En 2017, nous avons décidé de mener une action. Et là, c'était sous le coup du collectif des enseignants ingénieurs du Cameroun. Alors, ayant donc mené cette action, l'État a fait des promesses. Et après un temps, ces promesses n'étaient pas réalisées. Il y a eu quelques rappels sporadiques, sauf qu'après, il n'y a pas eu respect du calendrier. Nous avons donc interpellé nos leaders à cette époque que tel qu'on vous voit être trop parmi avec nos bourreaux, parce que nous on appelle l'État nos bourreaux en réalité, parce que ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun pour pouvoir payer les enseignants. Alors on a interpellé nos collègues pour leur dire que à ce moment-là, lorsqu'on vous voit, nos promesses ne sont pas tenues jusqu'ici, il ne faut pas aussi donner trop de sympathie à l'État. Sauf que les collègues ont jugé que nous étions là à les mettre la pression et ils nous ont éjectés du groupe. D'accord. Et votre manifestation a abouti à ces interpellations finalement? Voilà, justement, c'est pourquoi on crée un nouveau collectif, les enseignants ingénieurs, après plusieurs concertations avec les autorités, notamment le ministre des enseignements secondaires, avec qui on a eu pratiquement 4 réunions. Et comme au Cameroun, le syndicat est considéré, ou bien les syndicalistes pour la plupart, comme des gens qui viennent chercher leur part, en fait. Bon, ils se sont rendus compte qu'en réalité, nous étions déterminés à défendre l'intérêt général et non nos propres intérêts. Et ayant tout fait pour nous mettre, pour nous embastiller dans cet égoïsme, nous n'avons pas cédé. Et c'est ce qui nous a donc conduit en cellule, en fait. D'accord. Alors, on a compris. Professeur de Kaya, l'expérience du Cameroun n'est pas ce qu'on peut imaginer ailleurs. Vous l'avez dit, vous n'avez pas connu un peu les difficultés que rencontrent les enseignants vacataires. Aujourd'hui, c'est des gens qui vivent mal. Mal parce que la convention collective des enseignants du privé n'est pas respectée totalement. Oui, mais d'ailleurs, il faut voir un peu l'historique des enseignants du Cameroun. Il y avait 2 pays, le Bénin, le Dahomey, le Cameroun, qui étaient parmi, avant l'indépendance, à commencer à former des enseignants. Ce sont d'abord les Européens qui venaient dans les écoles nous enseigner, mais quand vous regardez, même depuis l'époque allemande, on les appelait des Mittelschüler. Donc nos premiers enseignants, et je me souviens que quand les immigrés camerounais allaient, ils s'arrêtaient en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ils enseignaient. Ça veut dire que donc, le Camerounais avait quelque chose dans l'enseignement. Et moi-même qui ai fait l'école primaire ici, quand il y avait des enseignants, des maîtres d'école qui nous ont marqués jusqu'à aujourd'hui par rapport à l'amour qu'ils avaient pour l'enseignant. Et c'est vrai qu'ils avaient une certaine classe, une certaine autorité. Et maintenant, on a l'impression que l'enseignement est devenu pas un clochard vraiment. Alors, tout à l'heure, notre frère va nous expliquer pourquoi il pense que l'enseignant est aussi victime, il est responsable. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que l'enseignement est devenu quelque chose de vulgaire, que n'importe qui peut venir enseigner. Et ça a dévalué même l'idée de l'enseignement. Pourtant l'avenir du Cameroun, d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a fait ce qu'on appelle rupture épistémologique, dont on se bat même que dans le contenu de ce qu'on enseigne soit modifié. Parce qu'elle est très à l'image occidentale et on ne sait pas si nos enfants doivent travailler au Cameroun ou aller travailler à l'étranger. Mais il y a quelque chose, il y a une dévaluation de l'enseignant. Je ne sais pas, tout à l'heure vous allez nous expliquer, c'est dû à quoi? C'est parce que ça a été vulgarisé d'un pote qui peut enseigner, ou bien parce qu'on pensait qu'un enseignant pouvait gagner de l'argent, mais c'est une vocation. Être médecin, être enseignant, c'est une vocation. N'importe qui ne peut pas dire je vais enseigner, non. Il faut, d'ailleurs, quand vous enseignez même, je vous dis, quand vous voyez que votre enfant, votre classe, moi je vois ici des classes de 35 élèves en Europe, 25 élèves, ici il y en a 100, 110. Comment ils font? 150. Je me pose la question, comment ils font? Comment dans les 150 élèves, il faut au moins que 50 ou une centaine réussissent? Mais c'est extraordinaire, vraiment, hein, c'est extraordinaire. Alors, Magloire Ndogmo, vous dites que l'enseignant est lui-même
victime ou alors responsable de ce qui lui arrive. Responsable de ses malheurs. Alors, je vais dire d'entrée de jeu, le meilleur moyen de détruire un pays, c'est de détruire l'enseignant. Et je crois qu'on a trouvé une bonne formule pour détruire le Cameroun. C'est de sacrifier l'enseignant. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis enseignant. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau. Je suis un enseignant qui souffre terriblement. C'est ce qui constate, ce qui fait comme espérance chaque jour, de voir des êtres humains qui sont nés et qui, en l'espace de quelques décennies, sont détruits entièrement. Un enfant couché dans un berceau, il est très beau. Mais chaque fois que je vois un enfant couché dans un berceau au Cameroun, je me pose la question de savoir où vas-tu exactement. Parce qu'avant l'âge de 20 ans, il sera détruit entièrement. Les sociologues m'écoutent, les psychologues m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Un être humain, ce n'est pas la tête, ce ne sont pas les deux yeux, ce ne sont pas les deux pieds, c'est l'intérieur. Et cet intérieur-là, l'enseignant joue un rôle fondamental dans sa fabrication. Le meilleur moyen de faire à ce que cet intérieur soit entièrement délabré, c'est de sacrifier l'enseignant, c'est sacrifier celui qui va le construire. Et ça va donc au Cameroun, l'on a décidé de sacrifier les enseignants, et puis ils ont porté leur revanche sur l'apprenant. Et donc la revanche des enseignants, qui pour moi est une revanche lâche, c'est qu'ils ont détruit entièrement les enfants. Vous imaginez à l'école primaire, jusqu'à la maternelle, qui sont les classes les plus importantes dans l'enseignement, on donne 35 000 francs à une enseignante. Une maîtresse d'école primaire a 35 000 francs. Elle vit dans la ville de Douala. Elle vit à Douala. Mais à votre avis, j'ai écouté très récemment un enfant de 2 ans se plaindre à sa mère rentrée de la maternelle, de la grande section, de la petite section. Maman, la maîtresse a volé mon yaourt. C'est-à-dire l'enfant n'avait même pas la possibilité de bien formuler le mot yaourt. Il n'avait pas encore l'aptitude de formuler bien le mot. Mais elle a réussi quand même à dire que la maîtresse a volé son yaourt. C'est une maîtresse indigente qui fait ainsi. Et c'est ainsi qu'on a détruit entièrement ce pays en détruisant l'enseignant, en détruisant l'enseignement. Si je suis là ce soir, c'est pour attirer l'attention. Alors, à quel niveau l'enseignant est responsable? J'y arrive. Je suis là ce soir pour attirer l'attention sur ces faits et pour encourager la société camerounaise à aller de l'avant en sacrifiant l'enseignant. J'ai dit tantôt que l'enseignant a fait une mauvaise revanche. Parce que lorsque l'enseignant est ainsi sacrifié, il doit répliquer, il doit agir. Maintenant, sa manière d'agir, c'est de sacrifier aussi l'enseignement. J'ai un collègue qui m'a dit petit argent, petit travail. Et fait, c'est ça la règle d'or dans l'enseignement. L'enseignant, dans une situation de sacrifice qui est la nôtre, devrait faire quelque chose. Vous savez, nous sommes dans le secteur privé, nous parlons essentiellement du secteur privé. Nulle part dans le monde, les employeurs n'ont concédé volontairement les droits des salariés. Ce n'est arrivé nulle part sur Terre. Même dans les pays les plus développés dont on parle, nulle part un employeur n'a concédé gracieusement les droits, notamment les droits l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des salaires. Il y a un Dieu qui est arrivé dans l'histoire, un demi-dieu, un maître, un prophète qu'on appelle Karl Marx. Vous le connaissez? Karl Marx. Karl Marx a écrit dans son célèbre ouvrage Manifeste du Parti communiste, publié en 1948, en 1848 avec Friedrich Engels. À la fin, prolétaires du monde entier, unissez-vous. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est vos chaînes. Ce grand maître a dit quelque chose de formidable que les anciens n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Et ce grand maître, Karl Marx, qui est mort, a bénéficié comme don d'avoir cette inscription-là sur sa pierre tombale. Vous allez sur la tombe de Karl Marx, c'est ce qui est mentionné. L'enseignant devrait comprendre aujourd'hui. Sa condition ne changera pas tant qu'il n'agira pas pour qu'elle change. Sa condition ne changera pas tant qu'il n'agira pour qu'elle change. Les enseignants pleurent. En faisant quoi? J'arrive. Les enseignants pleurent et pleurent. Et quand les enseignants pleurent, il y a un discours de consolation sur lequel je voudrais qu'on mette la croix aujourd'hui. Le travail de l'enseignant n'est pas un travail sacré. Non, arrêtons ça. Ce n'est pas du bon. C'est un discours de mensonge. Et en tant que ce soit, je me dois de le dire. Un enfant qui est dans la rue, qui vous lave la chaussure, qui vous nettoie les ongles, le cordonnier, nous faisons tous des travaux sacrés. Il n'y a pas un seul sur terre qui fasse un travail qui n'est pas sacré. Qu'on arrête de consoler l'enseignant en lui disant qu'il est le socle de l'humanité, qu'il est le socle de la société. Tous nous sommes les socles de la société. Le travail de l'enseignant est un travail digne, nous le reconnaissons. Mais il faudrait qu'il sorte de cette consolation. J'aime mon métier, c'est l'habitude, ils ont l'habitude de le dire. J'aime mon métier, je fais le bénévolat, le traditionnel salaire de catéchisme, je le fais par amour.
Tous ont fait leur travail par amour. Il faut que l'enseignant prenne conscience de la nécessité absolue. Et je suis sur le plateau pour en parler. Et si je ne venais pas pour le dire, je ne serais pas du tout venu. Les enseignants doivent prendre nécessité d'agir. Et pour agir, il faut la force syndicale. C'est le meilleur moyen d'améliorer les conditions de vie. Le syndicat. Il n'y a rien d'autre à faire. Bon, c'est vrai, maintenant, l'enseignant souffre d'un problème. La société dans laquelle nous vivons, le Cameroun souffre d'un manque drastique de force syndicale. L'organisation syndicale est très faible au Cameroun. Et vous savez bien ce qu'on réserve à... Je le sais. Karl Marx l'a dit. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est vos chaînes. Vous avez écouté la collègue. Mais le problème, c'est que si nous passons toujours le temps à dire on ne peut pas, on ne peut pas. Rien ne changera. Et vous savez aussi, pourquoi je parle de force syndicale. Vous voyez par exemple un secteur comme le secteur des IPES dont je cite ici. Les instituts privés de formation supérieure. Dans ce secteur, on a plus de 1000 enseignants, pour ne parler que la vie de droit là. Ils n'ont aucun syndicat, du moins à ma connaissance. Je suis vieux, je suis ancien, au moins 5 ans que j'y suis. On n'a aucun syndicat. Ce qui fait que les négociations des salaires, ça se fait individuellement. La gestion des conditions de travail, les licenciements se font individuellement. Et vous savez, quand on le jette de manière dure, vous savez le sort qui vous est réservé. On dit souvent dans le secteur des IPES où je suis, vous n'avez pas de titres fonciers sur les cours. Ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui avoir un cours, le lendemain on vous rappelle plus, restez tranquille, ce n'est pas votre cours. Ça, c'est un scandale terrible. C'est que nous sommes dans un contexte de vulnérabilité totale, de précarité totale de l'enseignement et ça ne devrait pas exister. Et ce qui me choque aujourd'hui, c'est que c'est le modèle de la société qu'on dit enseignant qui fasse une connerie de ce genre. Je crois que l'enseignant interpelle aujourd'hui. Votre émission est une émission salvifique, c'est une émission prophétique. Si après cette émission, les enseignants ne prennent pas leur destin en main, en comprenant qu'ils peuvent défendre leurs droits et aider la société à changer, moi je crois que la fois prochaine, il ne viendrait plus d'émissions de ce genre. Mais si on ne va pas pour rien du tout. Vous allez initier et les autres vont vous suivre sans doute. Je peux vous le promettre. Très bien. Alors, Madame le proviseur, on va le dire, même si vous êtes à la retraite, vous avez encore des capacités de pouvoir enseigner. Lorsque vous étiez encore en activité, vous aviez certainement dans vos lycées des enseignants vacataires. Est-ce qu'ils étaient traités de la sorte? Effectivement, les établissements secondaires ne peuvent pas fonctionner sans vacataires. Vous savez, tous les jours on en crée, tous les jours tel CES, tel lycée est créé, ça fonctionne. Mais à l'école normale, on ne forme pas autant d'enseignants qui peuvent donc intervenir dans ces établissements-là. Il y a des séries à l'école normale où il y a 2 ou 3 étudiants. Et vous comptez le nombre de lycées, rien que dans une ville. C'est pas possible. Alors, s'il y a une adéquation entre la formation des formateurs et les établissements qu'on crée tous les jours, on ne peut recourir qu'aux vacataires, les diplômés de l'enseignement supérieur, pour juguler donc le manque, pour faire fonctionner les établissements, parce que là, il y a plein d'élèves, il y a beaucoup d'élèves qui doivent recevoir des cours. Et chacun joue donc de son équation personnelle. Chaque dirigeant d'établissement, chaque chef d'établissement est obligé de recruter ses diplômés de l'enseignement supérieur pour pouvoir dispenser des cours aux élèves. Et ce sont des enseignants payés généralement par l'APE. Et comme madame le disait tout à l'heure, là, ils sont payés 9 mois sur 12. Hein. C'est de septembre à mai. Dès que les cours cessent, l'APE n'a même plus les moyens. Et c'est inacceptable que l'État crée des établissements sans pourvoir ces établissements d'enseignants. Je n'ai jamais compris ça. Alors, chez vous, à votre époque, quel était le gros montant si jamais vous aviez Le montant officiel, c'est 50 000. Quand vous venez, vous avez 18 ou 20 heures, 50 000 francs de salaire. C'est ça. Ou vous prenez ou vous laissez. Le niveau, généralement, c'est la licence, la maîtrise. Ceux qui ont le bac ne sont pas dans les salles de classe. Ce sont les surveillants de secteur, les secrétaires, le personnel d'appoint, les chauffeurs, etc. Ou les gardiens au portail. Mais les professeurs, ils ont 50 000. Et ce personnel d'appoint, c'est dans les 30 000, 25 000 même parfois. Les professeurs, 50 000 francs. Vous avez beau bavarder au niveau de l'APE, ils veulent bien augmenter les salaires. Mais il n'y a pas d'argent. Ils sont limités eux aussi.
Et les parents ne payent pas toujours de bon cœur cette histoire d'APE. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde, vous savez ce que ça fait comme remous dans la société. Or, les chefs d'établissement sont obligés d'embaucher des enseignants vacataires. Dans le privé, c'est un peu plus dans complexe, le privé, je crois que dans le privé, il y a la mauvaise volonté des fondateurs. Parce que là, ils ont plein d'élèves qui payent la scolarité. Ils n'ont aucun impôt à reverser à l'État. Hein. C'est net d'impôts. Tout ce qu'ils reçoivent, ils le gèrent eux-mêmes. Et ils sont responsables de leur gestion. Mais qu'est-ce qui arrive? Et en plus, j'ai oublié de vous le dire, ils sont subventionnés. L'État leur envoie de l'argent pour les aider à former les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font tout pour ne pas payer. Parfois même, ils ne payent pas 50 000, hein, 30 000, 35 000. Et il y a beaucoup de retard de paiement, des mois et des mois. Lorsqu'il y a la fête de la jeunesse, on libère les enfants et 2-3 semaines après, ce mois de février n'est pas payé parce que vous n'avez pas travaillé. C'est tout à fait inadmissible. Il y a une pression qu'on met aux parents. Il y a une pression que l'on met. Oui, les parents doivent payer. Dès la fin du mois de, je crois, novembre, il faut avoir payé la totalité de la pension scolaire. Hein. Sinon, vous n'entrez plus. Alors là, au lycée, c'est difficile parce que l'APE ne paye qu'au mois. Si vous avez de la chance, on peut même vous reverser à la banque tout le salaire de l'année et ainsi vous pouvez gérer tranquillement vos enseignants. Mais il arrive parfois que l'APE soit en cessation de paiement parce qu'il y a eu malversation par ailleurs et vous êtes en difficulté. Les établissements ne peuvent pas fonctionner sans vacataires. William. Nous, on en avait 39. Il y en a qui ont 50, 15, 20. C'est difficile. Mais ils font du travail, le travail qui leur est demandé. Oui, ils font le travail qui leur est demandé, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Parce qu'ils ont besoin de ce travail-là. Et quand ils vous donnent 18 heures de cours, quand ils dispensent 18 heures de cours chez vous, pour 50 000 francs, ils ont besoin d'aller arrondir les fins du mois dans l'établissement voisin où ils ont peut-être 15 heures de cours. Et c'est difficile parce qu'ils ne peuvent pas jouer, ils n'arrivent pas. Parfois, ils sont obligés de manquer, de grignoter un peu, 15-20 minutes parce qu'ils sont en retard et c'est compliqué quand même. Très bien. William, l'enseignant devrait-il souffrir au Cameroun? Et comme disait le sociologue et le professeur, c'est l'enseignant et même le proviseur, l'enseignant c'est le miroir de la société. En ceci que lorsque l'éducation d'une société n'est pas solide, la société aussi tombe. Alors, mais pourquoi l'enseignant souffre? Justement, c'est parce qu'il y a une très mauvaise politique dans la gestion des enseignants. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire qu'au moins, ce qui dérange dans notre pays, c'est un problème du respect des textes. Les textes ne sont pas respectés. Il y a des textes qui traitent l'enseignant à sa juste valeur, même s'il faut des améliorations. Je prends un exemple simple. Le statut particulier de l'enseignant, le fameux statut particulier qui faisait partie de nos réclamations. Alors, si on mettait en application ce statut, ça va donner un peu de valeur à l'enseignant. Maintenant, l'autre problème, l'enseignant souffre aussi parce qu'il est lui-même son propre bourreau. Moi, je voudrais prendre l'exemple de nos chefs d'établissement. Moi, j'ai suivi le proviseur parler, mais je pense que le lycée n'est pas aussi ce paradis. Le lycée aussi est un enfer, parfois même mieux que le privé. Parce que moi, j'ai cette possibilité d'enseigner à la fois au lycée et même de faire des vacations dans le privé pour prendre, en fait, par expérience. Ce n'est pas forcément parce que je voudrais avoir de l'argent. Parce qu'en tant que syndicaliste, je voudrais aussi voir comment ça fonctionne dans le privé. Mais je me suis rendu compte qu'il y a c'est des jumeaux, en réalité, dans le traitement de l'enseignant. Quand on voit, par exemple, au lycée,
il y a des enseignants qui font 15 ans. Moi, je suis à l'Ouest, il y a des enseignants, des jeunes étudiants qui viennent de Tchang, qui enseignent, c'est eux qui font même l'enseignement dans l'Ouest. Mais seulement un étudiant fait 15 ans dans un lycée, et parce qu'on a envoyé un professeur, un nouveau professeur, l'enseignant est remercié sans aucune forme de procédure. C'est-à-dire, parfois même on ne lui dit pas, on lui dit seulement que non, c'est vrai, on a déjà quelqu'un. On oublie tout le travail abattu. Non, oui, on oublie tout le temps abattu. Et ce qui fait mal, c'est que l'APE a budgétisé déjà le salaire de cet enseignant. Je vous assure, parfois, l'enseignant est chassé parce que le proviseur vise le salaire que l'APE a déjà budgétisé. Et comme ça, on laisse ce jeune, on le jette en pâture, et c'est comme ça qu'on les remercie. Donc, l'enseignant souffre aussi à cause de nous. Les proviseurs sont aussi responsables du traitement des enseignants. Maintenant, quant au fondateur, je crois qu'il faut insister sur le contrat. Lorsque le contrat il est mal signé, le fondateur va vous faire ce qu'il peut faire. Moi, je suis dans un établissement où, lorsque j'ai signé mon contrat, j'ai posé mes conditions. J'ai dit au fondateur, on m'a dit qu'il fonctionnait ainsi, ceci, comme cela. Je lui ai dit, voilà mes conditions, et si ce n'est pas le cas, je ne peux pas en signer. Il y a toujours mieux à faire. Donc, si des collègues qui font, et aussi il faut savoir que les enseignants vacataires sont plus efficaces parfois que les enseignants affectés par l'État. Parce que le vacataire, lui, il est contrôlé à la loupe. Il se donne à faire. Alors que, il faut préciser aussi qu'il y a des enseignants formés qui sont des vacataires, des fonctionnaires d'État. Et dans les collèges où ils opèrent, ils sont plus efficaces là-bas que dans leur propre établissement. Et aussi que, quand on parle du traitement, il n'y a que l'avantage, ou bien le malheur du vacataire dans le lycée, c'est que ils ont parfois 30 heures. J'en connais qui ont 30 heures hebdomadaires, mais à qui on donne 30 000 francs. C'est-à-dire c'est à peine 15 francs l'heure. C'est-à-dire quand vous faites le ratio. Là, c'est sérieux. Et quand j'en parle vraiment, c'est avec beaucoup de peine. Et ces gens qui donnent un rendement, je dis bien parfois mieux que les enseignants formés. Alors, je reviens à vous, Madame Nyonga. À votre époque, puisqu'on reste toujours à cette époque-là, si je m'en tiens un peu à ce que dit William, les proviseurs sont responsables de la souffrance de ces enseignants vacataires. Je suis un peu choquée parce que par ce que mon collègue déclare, dire que les proviseurs visent le salaire déjà budgétisé du vacataire, vraiment c'est choquant, monsieur le professeur. Vous oubliez qu'il y a un contrôle de toute la gestion financière. Comment est-ce que je vais émarger à la place de mon collègue vacataire qui est parti? Et lorsqu'il faut le remercier, lorsqu'il part, je confie le problème à l'APE. C'est à l'APE, au bureau de l'APE, de savoir comment lui dire merci sur mes conseils. C'est ce que nous avons souvent fait. Et ça, il est difficile, vous, mais pas les autres aussi. Je crois dans la ville de Douala, puisque souvent nous faisions des réunions, et le collègue qui accepte 30 heures de cours, quand même, comment est-ce qu'il dispense ces 30 heures de cours? C'est difficile, c'est pas possible. 30 heures de cours, surtout avec des niveaux différents, c'est quand même pas possible. Vous ne faites pas du travail sérieux. C'est 18 heures, 20 heures, au maximum 22 heures. Quand on veut un bon rendement, le chef d'établissement ne peut pas vous donner 30 heures. Sauf si ce sont les mêmes niveaux. On peut vous donner peut-être dans une classe, le même niveau, peut-être la 5e, on vous donne des cours de maths. S'il y a 5 heures de maths, on vous donne peut-être 6 classes. Vous avez la même préparation, les corrections seront presque automatiques parce que c'est les mêmes épreuves. Là, c'est possible. Et encore, c'est pas régulier. Ça n'arrive pas souvent. Il faut qu'il y ait vraiment pénurie d'enseignants pour qu'on vous attribue un tel nombre d'heures de travail
par semaine, 30 heures de cours, c'est trop. D'accord. Alors, Magloire Dogmo, cette maltraitance des enseignants a sûrement un impact négatif sur la qualité de l'éducation des enfants. Bien évidemment, parce que, vous savez, la carrière, je suis aujourd'hui de plus en plus exigeant en matière de carrière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une progression dans la carrière. La carrière n'est pas une routine. Quand on est enseignant, on sait où on va et on doit progresser. Il y a des questions aujourd'hui, comme des questions pédagogiques qui sont quasiment abandonnées par les enseignants. Ils se contentent de faire... J'ai l'habitude de dire que les enseignants sont des bavards. C'est-à-dire l'enseignant n'est même plus pédagogique. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tellement clochardisés qu'ils vivent au jour le jour et leur seule préoccupation c'est le gagne-pain. On ne fait pas une carrière comme ça. Je suis enseignant de gestion humaine, même si on me le refuse aussi souvent le titre, pour mon malheur d'avoir fait un tour en sociologie. En gestion humaine, j'ai dit ceci. Lorsque dans une entreprise, un salarié est au niveau des besoins fondamentaux dont parle Abraham Maslow, c'est-à-dire les besoins de manger, les besoins de se soigner, manger, si un salarié est quasiment bloqué à ce niveau, il ne va nulle part. Il y a une échelle de besoins dont parle Maslow. Et le sommet de cette échelle de besoins, ce sont les besoins de réalisation de soi. C'est un niveau de satisfaction ou de motivation où l'on devient un dieu dans sa carrière, où on ne porte qu'un souci. L'innovation, les grandes découvertes, les grands projets que l'on porte, les grands défis qu'on se donne, on les relève. Quand un enseignant est clochardisé, lorsqu'un enseignant a le salaire d'un catéchiste, encore que les catéchistes sont mieux payés que les enseignants, alors il passe toute sa carrière à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il va manger. C'est une perte énorme. J'ai l'habitude de me comparer à nos collègues enseignants qui sont en Europe. Et j'ai dit, les gars vont faire cours, 2 jours de cours, 8 heures de cours, 4 heures, en l'espace d'une semaine. Le reste du temps, ils le consacrent essentiellement dans le laboratoire. Mais ce qui fait quand ils reviennent pour enseigner, mais ils savent de quoi ils parlent. Je porte en permanence ce souci d'atteindre le niveau de performance en Occident. C'est-à-dire quand je parle aux étudiants, que la qualité d'enseignement que je transmets, que ce soit vraiment de bonne qualité. Et Flavien, j'achète des livres, j'ai une bibliothèque chez moi. Je vous assure, je n'ai pas une seule seconde pour lire ces livres. Mais pourquoi? Parce que quand vous réveillez, vous regardez ce que vous avez comme défi financier, vous battez le long de la journée, à savoir à gagner 5 francs. Ça, c'est la mort de l'enseignant. Je n'ai même pas envie de continuer. J'arrête là. On ne détruit pas une carrière comme ça. Et puis, on a des gens conformes. Mais vous savez, former un être humain, ce n'est pas le break comme nous avons l'habitude de faire. J'enseigne un cours de psychosociologie dans lequel j'ai dit, les êtres humains, ils naissent la tête vide. C'est à la société d'y mettre quelque chose. Et il s'avère donc que l'enseignant est le dieu de la société à qui l'on a confié cette charge sacrée. Flavien, quand un enfant naît, couché dans le berceau, c'est un innocent. Et puis il n'est rien. Cet enfant qui naît dans un berceau, il ne sait pas ce qu'il va être. Ni enseignant, ni brigand, ni pharmacien, il n'a rien. Vous faites de lui ce que vous voulez. Mais il savait qu'on s'est arrangé au Cameroun pour faire de nos enfants, 20 ans après le berceau, des bons à rien. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est un malheur pour notre société d'être pareil. Et c'est douloureux pour un sociologue de vivre dans une telle société. C'est-à-dire, vous naissez dans une société, et comme j'ai l'habitude de dire, mon malheur, c'est d'avoir fait un tour en sociologie. Vous vous inscrivez en fac, je suis bac plus 13, ça fait 13 années que je suis en sociologie. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous posez la question de savoir, est-ce que je vais tenir le coup? J'ai l'impression qu'un jour, si je ne quitte pas ce pays, ça va lâcher là dans la tête. Parce que c'est douloureux de savoir une société infra-animale dans laquelle nous vivons. Je lance souvent des défis aux gens. Il y a des sociétés d'abeilles, il y a des sociétés d'animaux comme les sociétés d'abeilles. Allez observer, si vous avez les études appropriées, allez observer comment sont organisées les abeilles. Venez observer comment sont organisées la société. Notre exemple, la ville de Douala dans laquelle nous sommes. Dites-moi la société la mieux organisée des deux. On ne vit pas comme ça. Et je suis scandalisé que dans notre pays, on soit à ce niveau. Je me suis allé quand même poser la question de savoir, mais qui a même créé ce pays? Mais parce que c'est sérieux. Vous voyez un pays dans lequel vous naissez, vous allez faire un peu d'études sociologiques, mais mon Dieu, vous n'arrivez pas de savoir. Mais où allons-nous exactement?
On est dans un pays totalement délabré. Mais les gens voient les routes, je ne parle pas des routes, je parle de l'individu. Alors, vous êtes sociologue, c'est à vous de réguler les choses. Oui, mais je suis d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que je pourrais penser me créer un syndicat. Mais tenez-vous tranquille. L'enseignant est tellement psychologiquement détruit, délabré, vous organisez ce syndicat, il ne viendra même pas. Il ne viendra pas. Parce qu'il est, bien sûr, il est totalement détruit. Il n'a pas les moyens de venir. Mais bonne question. Si je crée le syndicat maintenant, l'enseignant vous dira, prof, on viendra, est-ce qu'il y a des perdièmes? Est-ce qu'il y a le 11e point? Est-ce qu'il y a de quoi manger? C'est ça la question. Et donc nous sommes dans une sorte de cercle vicieux. Et la question que je me pose jusqu'aujourd'hui, c'est de savoir quel est le rapport de sortie. Et je prie vraiment pour ce pays. J'ai lu des nationalistes, certaines prophéties des nationalistes. Je crois que c'est Oumiobe qui parle du Messie qui arrive. La question que je me pose chaque jour, c'est savoir, mais quand est-ce que ce Messie viendra? Et quand on me parle de son boubou, j'ai souvent l'habitude de penser, j'ai souvent envie de penser que ce boubou-là renvoie à la touche de l'enseignant. Et que c'est ce Messie-là qui vient. Mais semble-t-il, la manière dont l'enseignement est totalement détruit, il n'est même pas pensable que le salut vienne de l'enseignement. Encore moins du champ politique, bien évidemment. On a tout fait pour que l'enseignant ne pense même pas à s'améliorer. Mais bien sûr, l'enseignement est tellement détruit. L'enseignement est pire que son étudiant. J'ai l'habitude de... C'est facile d'entrer en salle pour enseigner. Mais que transmettons-nous? On ne peut transmettre que ce qu'on a. Nous faisons une chose en fac. Nous bavardons. C'est tout. Alors, professeur Doukaya, il y a les décideurs de ces pays, comme dans bien d'autres pays, ont été formés par des enseignants. Mais pourquoi laisser pourrir la situation jusqu'à ce moment? Non, mais je pense aussi que nous avons aussi une certaine vision fausse. Mais nous sommes un pays africain. On nous appelle, si j'aime pas le mot, pays sous-développé. Mais nous sortons de l'esclavage. Nous sortons du colonialisme. Nous avons à peine 50 ans d'indépendance. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Vous connaissez le budget du ministère de l'enseignement? Vous connaissez le budget même du Cameroun? Le budget du Cameroun n'atteint même pas parfois le budget d'une province en France. Il faut savoir qui on est. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire. Tout à l'heure, vous avez dit que l'enseignant souffre, mais tout le monde souffre. Tout le monde. Parce que nous sommes un pays sous-développé. Notre monnaie ne nous appartient même pas. Même la monnaie CFA, ça ne nous appartient pas. Est-ce qu'on a une voiture camerounaise? Qu'est-ce qu'on produit? Et en plus, mais pas ça. Et on demande, nous avons l'obligation d'être performants, de créer l'avenir de demain, parce qu'il y a une compétition. Je donne en mathématiques, par exemple. En mathématiques, aujourd'hui, les Asiatiques, ils ont déjà une méthode pour enseigner la mathématique, c'est pour ça qu'ils font les ordinateurs. Vous voyez, les Japonais, ils ont une méthode en mathématiques pour aller vite. Et nous devons les rattraper. Comment on va faire? Ben, il faut une renaissance. Il ne faut pas se décourager. Les gens se sont battus, les Oumibé se sont battus. Mais il ne faut pas croire que nous sommes un pays riche. On n'est pas un pays riche. C'est vrai que nous sommes un pays riche. Mais est-ce qu'on a la possibilité d'aller chercher le pétrole à Bakassi et de le produire, de le distribuer? Est-ce qu'on peut? Ah oui, il faut commencer par là. Est-ce que nous, dans nos écoles, on nous apprend à aller produire du pétrole de Bakassi, qu'on le vend au Cameroun? Il y a des gens comme Dangote, c'est rare, les Nigériens, qui font le ciment. C'est ça les Camerounais qu'on attend, les gens là que vous allez fabriquer. C'est ça qu'ils doivent fabriquer. Il faut des Dangote, des gens qui demain vont construire le pays. Alors vous comprenez bien que, si je m'en tiens à ce que Magloire relève, c'est que très bien. Les enseignants n'arrivent plus à réfléchir. Mais parce qu'ils sont clochards. Non, je sens, parce que c'est pour ça qu'une fois, je me souviens, j'ai un ami qui est professeur, quand il est arrivé, moi aussi, quand je venais ici, parce que par exemple, en Angleterre, quand vous êtes à l'université, on vous oblige de faire des conférences tous les mois. J'ai commencé à faire des conférences. Le gars me dit, mais vous voulez être ministre? Le professeur me dit à moi, il me dit que moi, j'ai le deuil. Ma femme est malade et tout. Il enseigne le même truc dans toutes les écoles. La même chose. Pendant des années, il enseigne le même papier. Tandis que ça change. Heureusement que nous avons maintenant Internet qui permet. Comme vous dites, on est obligé. Moi, là, ça se mange, j'ai payé, mais j'étais obligé chaque fois de faire des conférences tous les 2 mois. Faire des conférences. On vous demande même à la fin du mois de sortir un livre. Parce qu'on vous enseigne quoi? Donc vous êtes tout le temps en train de savoir ce qui se passe dans le monde et de le reproduire. Et voilà ce que nous attend l'Afrique de demain.
Ah oui, il ne faut pas dire que je sors, il faut qu'on sache qu'on est un pays pauvre, mais que nous allons gagner. On va y gagner comment? D'accord. C'est ça le problème. Oui. William, nous allons vers les propositions. On a écouté tout ce qu'il y a comme difficulté des uns des autres. Qu'est-ce qu'on devrait proposer pour espérer voir les choses changer demain? Voilà. Déjà, je voulais dire qu'il faut d'abord respecter les textes qui sont en vigueur. Déjà. Le respect des textes. Parce qu'il y en a qui protègent l'enseignant. Même s'il faut encore aller plus loin dans l'amélioration des conditions. Et autre chose, c'est qu'il faudrait que les enseignants eux-mêmes s'organisent à revendiquer leurs propres droits. Déjà, quand on parle de professeurs, vacataires, il n'existe même pas. Parce qu'en réalité, si on vous demandait qui est professeur vacataire, juridiquement, statutairement parlant, il n'existe pas du tout. Parce que si on décide d'organiser ici un collectif, un syndicat des vacataires, le même jour, ils peuvent perdre le statut de vacataire. Parce que si je prends simplement le lycée, le professeur peut décider de dire « je ne veux pas m'exposer, vraiment je te remercie » sans aucune forme de procédure. Et à l'instant, il n'est plus vacataire. Et si on va plus loin, même dans les collèges, et la dame vient d'expliquer comment elle a été radiée et même tabassée, agressée, on peut lui dire qu'elle n'est plus vacataire. À ce moment-là, il sera difficile de mettre sur pied même un syndicat. C'est pour cela que l'État qui subventionne les établissements privés devrait contrôler comment est-ce que ces établissements traitent leur personnel. Encore qu'il y a ce qu'on appelle la convention collective effectivement, du secteur privé, voilà, qui propose quand même que au bout de chaque année, il y a une augmentation. Oui, voilà, des avancements. Voilà, seulement est-ce que cela est respecté? Non. Les chefs d'établissement, déjà même il faut vous interroger, qui sont même ces promoteurs? Parce que parfois ces promoteurs ont des bras longs, de telle sorte que pour mener un combat avec eux, il est impossible. C'est pour ça que j'insiste encore sur le respect des textes. Il faut d'abord qu'on respecte les textes relatifs au traitement des enseignants. Vous allez continuer avec votre mouvement? Oui, notre mouvement. Et c'est pour dire aux professeurs que, effectivement, ce que je retiens de ce qu'il dit, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer le combat. C'est vrai que le combat, il est difficile pour ceux qui veulent, parce que ce que disait le sociologue, il y a des syndicats au Cameroun et des syndicats à qui il faut rendre hommage. Des gens qui ont contribué à ce que des enseignants soient au niveau où nous sommes. Je voudrais parler ici du SINAES et bien d'autres, des gens Marc Bikoko, des gens qui ont combattu pour que nous ayons le peu qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne peut pas balayer d'un revers de la main l'action posée par ces derniers. Maintenant, ils ont fait pour eux. C'est à nous, malgré les obstacles. Nous, on a fait la cellule, mais on continue. On a continué, on est prêt à continuer à aller jusqu'au bout. Merci. Et j'invite donc le sociologue à nous rejoindre pour que nous puissions être sur une plateforme solide. Merci, merci William. Alors, Madame Nonga, nous sortons de cette deuxième partie de l'émission. Vous avez une expérience à partager. Alors, vous pouvez partager avec les autres proviseurs, ceux qui sont encore en activité. Question d'éviter tout ce qu'on a entendu. Question de permettre également à ces derniers de pouvoir se sucer les doigts, comme qui dirait. C'est-à-dire avoir des enseignants vacataires de qualité qui réfléchissent parce qu'à la fin du mois, il y a quand même quelque chose. Oui, je pense qu'il faudrait d'abord réfléchir en être humain, considérer ce vacataire comme un être humain comme soi, parce qu'il a les mêmes besoins, il doit vivre, il doit entretenir sa famille, tout ce qui va avec. Et je ne sais pas, peut-être que dans le gouvernement, l'État doit faire des efforts pour pourvoir les établissements en enseignant. Et cette formation est vraiment importante. Il faut que l'école normale ouvre large ses portes. Parce que vous voyez des gens qui vont composer et qui échouent 5-6 fois à l'entrée à l'école normale et qui sont vacataires sur le terrain.
S'ils ne peuvent pas accéder à l'école normale, comment peuvent-ils donc enseigner? Et au bout d'un certain temps, je crois que ceux qui ont déjà une certaine ancienneté doivent être professionnalisés. On peut faire un concours... un recrutement spécial. Oui, un recrutement spécial pour que ceux-là qui ont prouvé... Déjà de l'expérience. Déjà qui ont de l'expérience, qu'on puisse les intégrer et en faire des hommes capables d'avoir quand même un salaire normal, un salaire qui puisse leur permettre de vivre. Et je pense que il n'y a pas de proviseur qui... vraiment, le terme, ça ne sort pas de ma bouche. Les proviseurs ne prennent pas, parlons comme au quartier, l'argent des vacataires. Ça n'arrive pas parce que... Et puis on est même obligé de vous dire merci du jour au lendemain lorsque un professeur titulaire arrive parce que vous voulez qu'on vous garde comment? On va trouver les moyens où pour vous garder. On vous dit au revoir comment? Ce n'est qu'avec l'appui de l'APE. Hein. Il n'y a aucune rubrique qui puisse nous permettre de vous dire adieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut à la rigueur, lors de l'association des personnels, demander peut-être un coup de cœur pour vous dire au revoir. C'est tout. C'est même pas officiel. Je peux répondre? Oui, 2 secondes. Oui, effectivement, je voudrais dire à la dame que peut-être elle est l'une de ces rares proviseurs que le Cameroun recherche. Mais je vous assure, je vous parle des choses vécues. Et que maintenant, quand on parle de remercier, l'APE budgétise pour 9 mois. Oui. Voilà, on vient d'affecter des enseignants. Voilà des enfants qu'on va remercier, qu'on a même déjà remercié. Mais qu'est-ce que le proviseur fait? Cet argent, c'est-à-dire... Ce n'est pas en possession du proviseur. Cet argent n'est pas entre les mains du proviseur. C'est ce que je vous dis. C'est dans les caisses de l'APE. Absolument. Mais vraiment, n'idéalisons pas la chose. Parce que sur le terrain, c'est des proviseurs qui gèrent. C'est eux qui ordonnent les dépenses. Et je vous dis parce que moi, j'ai vécu cette injustice dans un lycée où on m'a botté comme un va-nu-pied pour un lycée que j'ai aidé. Justement parce que la visée du proviseur, c'était le reste de moi qui... En réalité, c'est ça, madame. C'est ça la réalité. Et maintenant, pour remercier cet enseignant, on peut décider que sur les 3 mois, 6 mois qui restent, voilà peut-être 2 mois, allez faire autre chose. Puisque c'était un argent qui était budgétisé. L'État a envoyé un enseignant. Alors qu'on donne même 2 mois. L'argent, les parents n'ont pas collecté l'argent pour qu'on en fasse cadeau aux autres, aux enseignants. Alors, Magloire, nous sortons de l'émission. On devrait quand même sortir d'ici avec des notions aussi qui pourraient permettre à ces enseignants vacataires d'avoir une idée ou encore au chef d'établissement de prendre en compte ou en considération les êtres humains qu'ils encadrent, qui sont sous leur responsabilité en même temps. Oui, en matière de recommandations, je voudrais adresser aux uns aux autres la nécessité d'agir. Tout n'est pas perdu. J'ai aimé l'espoir que porte le professeur Doukaïa. En Afrique, on dit souvent, l'âge, les vieux incarnent la sagesse. Je m'accroche à cet espoir. Et j'ai dit que dans l'histoire de la GRH, habituellement on dit la législation sociale du travail est née dans les contextes qui sont similaires aux nôtres actuellement. C'est-à-dire que la vie salariale est venue déstructurer la société entièrement. Et c'est ça l'État a trouvé la nécessité de mettre sur pied la législation du travail pour pouvoir, entre autres, protéger les salariés de la précarité et du diktat de leur patron. Au Cameroun, il existe une législation du travail. Et il existe une administration du travail au Cameroun. C'est pour ça que je voudrais, pour sortir d'ici, interpeller l'administration du travail. Et je voudrais m'adresser ainsi au ministre du Travail, Grégoire Naïf, de la Sécurité sociale, pour lui dire que nous avons dans la ville de Douala, par exemple, près de 1000 enseignants. Plus de 1000 enseignants, pour ne parler que de notre secteur. Il y en a nettement mieux dans le secteur inférieur que le secteur secondaire. Il y a le niveau primaire aussi. Pour ne parler que du supérieur, nous avons près de 1000 enseignants. Professeur Grégoire Naïf, il s'agit comme ça des âmes en peine. Qui l'appelle au secours? C'est le ministre du Travail. Et je le vois très actif. C'est l'un des ministres que j'ai le plus vu. Très actif. Il a droit presque tout le temps. C'est vrai, je le vois à travers les journaux chaque jour.
qu'il essaie de regarder ce secteur. Moi, je crois que c'est le cri de détresse des enseignants que je porte ce soir. Qu'il écoute, qu'il essaie de cingler sur cette situation des enseignants livrés à eux-mêmes. Et je voudrais interpeller aussi les employeurs de ces enseignants. Un employé insatisfait dans une entreprise est un danger pour l'entreprise. Il ne participe pas à l'amélioration, à la performance de l'entreprise. Dans tous les cas, j'ai l'habitude de dire en gestion des ressources humaines, on ne garde même pas les insatisfaits. On ne garde dans l'entreprise que des personnes qui sont boostées pour travailler, pour faire avancer. Mais il semble que garder les enseignants qui sont insatisfaits, qui ont des mauvaises conditions de vie, ça n'aide pas l'entreprise. D'ailleurs, nous pouvons le constater dans la ville. Les enseignants du supérieur sont peut-être sur ce plateau. Vous le savez, les enseignants les mieux payés dans la ville de Douala, pour ne parler que cette ville, c'est les meilleurs établissements en même temps. Donc, pour dire aux employeurs que le meilleur moyen de propulser son entreprise, son établissement, c'est de s'occuper de l'enseignant. Très bien. Et donc, je voudrais le dire et dire aux collègues, je suis conscient de nos souffrances. Je suis conscient aussi de notre faiblesse. Nous avons été détruits entièrement. Courage, les gars. On s'en sortira un jour. Merci. Professeur. Merci ce que vous avez dit. Mais moi, je voulais ajouter ceci pour l'enseignant. La vraie révolution, ce n'est pas de mettre le feu, de brûler la maison. C'est l'enseignement, le livre. Donc, sachez que vous avez la révolution du pays, de l'Afrique, entre vos mains. C'est enseigner nos enfants. On peut aller demain brûler partout, ça ne changera rien. Mais si on change l'enseignement, ce qu'on donne dans nos enfants, vous allez voir que le pays va changer. Donc, c'est à vous, quand on parle de corruption, de l'amour, tout ça, c'est l'enseignement. Donc, c'est pour ça que je dis, je sais qu'on souffre beaucoup. Mais sachez que c'est vrai qu'il y a des voleurs partout et tout. Mais sachez une chose, que nous sommes un pays sous-développé, que nous devons faire des sacrifices. Si vous venez dans l'enseignement, ne venez pas pour gagner de l'argent. Je ne dis pas qu'il fait non. Mais sachez que vous êtes comme pire qu'un militaire. Vous êtes pire qu'un militaire. Il y a deux seulement. Il y a le médecin et l'enseignement, c'est pire qu'un militaire. Parce que c'est vous qui allez former demain l'Afrique. et ici, nous avons une compétition. Nous avons une compétition avec l'Europe. Nous avons une compétition avec l'Asie. Et il faut qu'on gagne. Comment on va faire sans vous? Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Merci, chère Madame Nyonga. Merci également à nos chers téléspectateurs. Nous sommes, avant de partir de ce programme, de cette autre édition, nous allons vous donner la possibilité de suivre également d'autres cas sociaux enregistrés chaque fois dans cette émission Regard Social. Et comme vous le savez, merci déjà à tous ceux qui contribuent et qui encouragent pour le bonheur de ces personnes qui souffrent au quotidien. Juste après, nous allons recevoir Irène Tembe pour la situation financière des différents cas qui seront évoqués ce soir. En Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est un jour spécial pour cette famille. À la faveur de la montée de la Vierge Marie vers le ciel, c'est la sœur Diane Marie qui dirige la prière ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœur Diane Marie est âgée de 33 ans. Née d'une famille de parents chrétiens, la fidèle de l'Église catholique est dotée des dons de guérison qui certainement ont motivé son entrée dans le corps des sœurs religieuses. Ce qui me pousse à prendre cette décision d'être religieuse, c'est parce que non seulement étant dans mon état de maladie, je vois aussi d'autres personnes qui souffrent et je suis aussi capable de venir en aide à ces personnes malgré mon état.
Je prends donc la décision délibérément d'entrer dans le service, non seulement pour moi, d'abord pour Dieu, pour moi et pour les hommes. Parce que ne faut pas être égoïste. Ce que tu reçois gratuitement venant de la part du Seigneur, il faut aussi partager. J'ai ce don de prière, d'aider les autres. Ça commence d'abord par ma famille. Ceux qui sont dans le besoin, je les aide par des prières. Et maintenant, il faut aussi étendre le champ de possibilités auprès de ceux qui sont dans la souffrance. Donc, voilà donc pourquoi je prends donc cette décision d'entrer dans le monde religieux. D'abord pour moi et pour ma famille et ensuite pour le peuple qui vit dans la détresse. La missionnaire franciscaine qui a autour des reins le cordon de chasteté avec à l'autre bout le rosaire est une chrétienne engagée qui respecte la loi de Saint François d'Assise. Je m'appelle Nkouz Marcel Diane. Mon nom religieux c'est Sœur Diane Marie de l'Enfant Jésus. Je suis missionnaire franciscaine du Sacré-Cœur de Jésus, TOR. TOR qui veut dire Tiers Ordre Régulier. Nous suivons la loi de Saint François d'Assise qui prône sur la diaconie des malades, c'est-à-dire nous faisons dans des prières. J'ai décidé d'être religieuse pour le souci aussi d'aider d'autres personnes qui étaient comme moi. Comme l'apôtre Paul, il est entré en service. Elle s'appelle Diane Marie. Elle a donc, comme vous avez d'ailleurs constaté, elle a 2 seins qui pèsent pratiquement 10 kg, alors 5 kg de chaque côté. Elle a besoin de votre aide pour pouvoir se débarrasser de ce fardeau. Et nous allons vous proposer un autre cas social, c'est le cas de Armel qui pèse 195 kg. Elle souffre d'un diabète d'une autre forme. Et juste après, nous allons vous donner la situation financière de Armel. Nous, dans la famille, on souffre tous les temps. Pour l'amener à l'hôpital, soit chez les guérisseurs, il faut demander une voiture pour qu'elle vienne l'amener parce que la moto ne peut pas arriver de la porter. C'est la voiture qui l'amène souvent là où on peut l'amener, soit à l'hôpital, soit chez les guérisseurs. C'est comme ça que vraiment depuis ces temps-ci, ça me dépasse. Et j'ai vu le cas des autres. Je me suis dit que si Dieu pouvait nous aider à ce que le regard social nous aide à trouver la situation de cette fille, vraiment nous serons très contents. Parce que c'est depuis sa naissance qu'elle est née. Il n'a jamais fait quelque chose comme les enfants travaillent chez le père et chez le mère. Nous sommes tellement inquiets pour sa maladie. Armel n'est d'aucune utilité dans la maison familiale, à cause de son mal, selon ses parents. Elle peine à s'habiller seule. D'ailleurs, il est quelquefois rare de trouver un bustier à sa taille. Pour elle, quand elle se lever au lit, il aide pour qu'elle se lève. Et quand
Elle va se laver, on l'aide toujours à laver. Et maintenant là, vraiment, ma femme, quand elle veut se coucher au lit, c'est moi qui l'aide à porter les pieds pour mettre au lit. Et quand elle va s'habiller, c'est moi qui porte son habit. Parce que si elle va se laver, je l'aide à laver. Si elle veut se couvrir, c'est moi qui prends la couverture, je mets sur elle. Vraiment, quand c'est comme ça, nous aussi, on n'est pas fiers. La fille de 29 ans, qui pèse 195 kg, peine à se mouvoir. Pour laver quelques assiettes, il lui faut trouver une certaine hauteur afin de garder une position lui permettant de mener son activité. À cette allure, même l'animal domestique cherche à comprendre ce qui arrive à cette famille. Comme elle a commencé à le poids là, on me dit que c'est le sang gras. C'est ça que j'ai un peu négligé. Parce que ma famille, ils sont tous gras. Grasse, mais pas comme elle. Armelle pèse 195 kg. Elle souffre énormément et elle a besoin de votre aide. Merci déjà à ceux qui ont commencé à la soutenir, donc à lui venir en aide également pour qu'elle sorte de cette situation. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Armelle continue d'attendre. Oui, Armelle continue d'attendre le geste de nos chers bienfaiteurs de partout dans le monde, à savoir aux États-Unis, en France, en Chine, en Belgique, en Guinée équatoriale, au Gabon et dans d'autres pays. Nous remercions déjà ces chers bienfaiteurs qui font toujours ce petit geste. Les différentes contributions que nous avons déjà enregistrées pour le compte d'Armelle sont les suivantes. Dominique, 4 000 francs. Divine Bonli de Tchan, 5 000 francs. Paul Cana, 5 000 francs. Bienfaiteur, 1 000 francs. Famille Kouacho, 5 000. Bienfaiteur inconnu, 3 000. Douanla, 4 250. Une famille de Bafo, 1 000 francs. Tinda, 2 000. Mbaya Tchenkwa, 2 000. Mireille Chabda, 2 000. Nouke, 1 000 francs. Ngema Maya, 1 000 francs. Wingmo, 1 000 francs. Monsieur Oumarou de Ngaoundéré, 3 000. Biao Julie, 20 000. Laurel de Bafoussam, 2 000. Maître Nvoufo, 5 000. Madame Kemeni Rosalie, 5 000. Monsieur Tonle, 2 500. Famille Choumi de Bonamoussadi, 5 000. Myriam Gepsop, 2 000. Yannick, 2 500. Personne de bonne volonté, 5 000. Ndjawa Pierre, 5 000. Nadège, 2 000. Monsieur Piment, 5 000. Famille bienfaitrice, 25 000. Djade Honorine, 1 600. Nous tenons à saluer les élèves du collège Liberman qui ont apporté une contribution de 200 000 francs CFA pour le cas d'Armelle. Nous les disons déjà de tout cœur, merci. Ulrich Archange, 1 000 francs. Tefouette Christelle de Yaoundé, 5 000 francs. Inconnu de Marois, 5 000 francs. Chouameni, 1 000 francs. Azegimbazo, 1 000 francs. Mechuate, 8 000. Mojo, 500. Ngeja, 1 500. Capse, 2 000. Mba Elisabeth, 6 000 francs. Nous avons la somme pour les aides financières d'un montant de 770 050 francs CFA pour le cas d'Armelle. Très bien, ça c'est le cas de Armelle et qui attend toujours vos contributions parce que elle souffre davantage. Elle voudrait donc se débarrasser de cette pathologie. Et il y a aussi, bien entendu... Oui, il y a également les handicapés de la semaine dernière qui ont reçu quelques contributions. Nous avons Bienfaitrice 5 000, Monsieur Foguet Eric 5 000, Ango Essiane 10 000, Yumborg Blessing 5 000, ce qui nous a donné un montant de 25 000 francs CFA. Vous pouvez continuer à contribuer pour ces personnes handicapées parce qu'elles aussi, elles ont besoin du sourire, elles ont besoin, chers téléspectateurs, de votre contribution pour pouvoir être comme tout le monde, pour pouvoir marcher, sourire et être des hommes, malgré qu'elles sont assises, debout. Voilà. Ces personnes
souffrant d'un handicap ont refusé d'être des handicapés et d'aller s'asseoir en bordure de route. Et ces personnes ont des projets, ils ont besoin d'être soutenus. Et merci de ce que vous allez faire pour ces derniers. Merci à vous, Irène. Merci Flavien. Par la grâce de Dieu, on se retrouve jeudi prochain. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Mais avant de partir, nous disons merci à Eric Watat, Séverin Chumban, Cédric Chouna, Warren Zede, Samuel Tufa, le chef opérateur de ce programme, le public qui est avec nous tous les jeudis, comme tous les jeudis d'ailleurs. Je suis Flavien Dongo. Bonsoir.